Alors, bonjour à tous. Good morning to all. Bienvenue tout spécial à nos musiciens de l'Orchestre de la Francophonie et bienvenue à vous qui nous écoutez sur YouTube Live également pour ce quatrième épisode de En conversation avec Jean-Philippe Tremblay. Ce matin, nous avons un sujet vraiment très intéressant. Our subject this morning is very, very interesting. We will be talking about making professional connections in the world of auditions. Alors, ce matin, nous allons discuter des démarches d'emploi, contacts auprès des orchestres, ainsi que du monde des auditions. Avant de commencer, l'OF aimerait reconnaître l'appui du gouvernement du Canada. The OF acknowledges the Government of Canada's support et de Emploi Québec, Île de Montréal. L'OF remercie ses commanditaires. The OF would like to thank their private sponsors, Canimex et Panorama Média. L'OF remercie les fondations suivantes. The OF would like to thank the following foundations: la Fondation RBC, la Fondation Sibilla SE, le Fonds AIDA des Jeunesses musicales du Canada et la Fondation de la famille Zeller, Zeller Family Foundation. Nous vous invitons à consulter notre site web au www.orchestrefranco.com ainsi que nos outils de médias sociaux sur YouTube. Évidemment, si vous êtes en train de l'écouter, vous y êtes, sur notre Instagram ainsi que le Twitter de l'Orchestre de la Francophonie. We would like to invite you to have a look at our website at www.orchestrefranco.com as well as our Instagram, Twitter and YouTube accounts. Alors, ce matin, quelques mots sur notre invité. Joël Brouillette, qui est directeur de l'administration artistique à l'Orchestre symphonique de Québec. Alors, Joël est directeur de l'administration artistique depuis septembre 2017. Il a auparavant œuvré à titre de professeur de chor dans plusieurs institutions de niveau secondaire, notamment au Collège Régina Sumta, le Collège Sainte-Anne de la Chine et l'École secondaire Pierre Laporte, où il enseignait également la littérature musicale. Concentrant ses activités dans l'administration, il est toujours membre de l'Orchestre symphonique de Drummondville. Il a auparavant été corniste au sein de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et de l'Orchestre des Pas perdus, un groupe électrique avec lequel il a fait plusieurs tournées. Joël est diplômé du Conservatoire de musique du Québec à Montréal, de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, ainsi que du State University of New York. Joël, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de te recevoir pour lancer cette conversation sur un sujet qui, je sais, te tient à cœur. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Puis j'ai bien hâte qu'on se lance dans ça. Mon parcours de plusieurs chapeaux m'a bien fait voir plusieurs facettes justement du sujet d'aujourd'hui et ça va me faire très plaisir de partager avec vous, chers auditeurs, aujourd'hui et aussi les stagiaires là, qui sont à l'orchestre. Donc, ça me fait très plaisir. I'm really happy to be with you this morning. Merci, Joël. Avant de débuter, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire quelques mots un tout petit peu sur qu'est-ce que, pour les gens spécialement qui nous écoutent sur YouTube, qu'est-ce que ton poste signifie à l'orchestre? C'est quoi ton quotidien au sein de l'Orchestre symphonique de Québec? OK. Ben, en fait, le directeur de l'administration artistique à l'Orchestre symphonique de Québec, ce que je fais, enfin, c'est que je suis responsable vraiment de toutes les questions artistiques. Donc, autant je travaille en étroite collaboration avec le directeur musical pour ce qui est de mettre de planifier la programmation. Autant, bon, c'est moi qui dois communiquer avec les agents pour faire les contacts pour inviter les artistes, les chefs invités, etc. Mais aussi, je m'occupe de l'horaire. Donc, c'est moi, au début de la saison ou plusieurs années avant, qui met un horaire sur papier. Telle semaine, on va avoir tant de services, puis bon, réserver les salles, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche les aspects artistiques, puis aussi, bon, qualité. Quand il y a des concerts, tout ça, à l'extérieur, je dois me déplacer, s'assurer que tout est correct. Donc, beaucoup d'aspects. Donc, je gère finalement tous les aspects artistiques et il y a énormément de planification dans tout ça. Puis avec la COVID, ça a été encore plus de planification, de replanifier. Donc, c'est ce que ça fait un directeur des opérations artistiques. C'est quand même un mandat qui est quand même très, très vaste. Vaste et qui a l'air de te tenir assez bien occupé, merci. Donc, on apprécie encore plus que tu sois avec nous ce matin. Bon, pour lancer notre discussion, Joël, il y a quelques points, toi et moi, qu'on s'était échangés par courriel auparavant, puis qu'on a décidé qu'il y était des choses assez importantes un petit peu pour nos étudiants et pour le grand public à découvrir, puis à avoir un tout petit peu un portrait de la situation du monde des auditions.
Parlons-en des auditions tout d'abord. Qu'est-ce que c'est pour toi l'audition? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est pour nos musiciens aussi? Qu'est-ce que le concept d'une audition? Qu'est-ce qui est autour de tout ça? OK, bien l'audition, en fait, c'est vraiment la clé pour gagner un poste. Donc, audition is the key to win a position in an orchestra. Et c'est vraiment, je dirais que tout passe par là. Bon, c'est différent des autres corps de métier, mais nous, si on veut se forger une place dans un orchestre, on n'a pas le choix, on doit faire des auditions. Puis, je vous dirais que les auditions, c'est pas seulement important. Auditions are not only important if you want to get a permanent job in an orchestra. I think auditions are also very, very important to put yourselves on some subs lists because otherwise it's almost impossible. C'est certain que toujours les gens qu'on connaît, puis bon, word of mouth ou pas le bouche à bouche, mais bon, moi je connais un tel, on donne les noms, tout ça. Mais même si on veut se créer, comment je pourrais dire, une certaine place dans les orchestres de pige ou devenir surnuméraire dans certains orchestres, c'est vraiment important de faire des auditions. Et en termes d'audition, I know everybody would like to play in major orchestras one day. It's the dream of everybody. But in terms of audition, I think it's better. I'm not saying you got to start small. Let's say you're really good and you want to try the New York Philharmonic in 2 months, it's fine. Mais ce que je préconiserais, c'est que l'importance, comment je pourrais dire ça, l'importance de l'orchestre ou la grosseur de l'orchestre est peut-être pas importante dans le training de faire des auditions parce que c'est très, très, très important de faire le plus d'auditions possible, justement, pour acquérir de l'expérience. Puis si un jour on va à des auditions d'orchestre majeur, on sera plus préparé, on se connaîtra mieux en audition. Parce que because in audition it's really different than in our practice room as you musicians know, and so it's really, really important to have as much experience as possible doing auditions. Personnellement, moi, on dirait que j'étais meilleur dans des auditions quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas pourquoi, peut-être j'étais fearless ou je me disais, ah ben, je suis un étudiant, j'ai peut-être pas rapport, mais on dirait que généralement, ça se passait mieux, puis qu'avec le temps, quand on dirait que je voulais vraiment les choses, puis que j'étais rendu comme professionnel, entre guillemets, ben, c'était plus difficile. Peut-être que je me mettais un peu plus de pression, tout ça. Mais bref, il faut faire des auditions, peu importe la grosseur de l'orchestre. Puis il ne faut pas oublier tout ça. Dans tout ça, ce qu'on fait, c'est beaucoup dans l'instant. Donc, c'est éphémère. Fait que peut-être vous allez faire certaines auditions, puis vous allez jouer 20 secondes, puis ils vont dire merci beaucoup. Peut-être que vous allez en faire, puis ça va se passer mieux. Mais tout à l'heure, quand on parlera précisément sur quels aspects on doit miser en audition, peut-être qu'on reviendra là-dessus, là, tout l'aspect de qu'est-ce qu'on veut en tant qu'individu, what do we want to achieve when we're doing an audition. Of course, we want to win the job, but before winning a job, there's many steps, and you know, every audition you can set a goal for yourself and be happy after the audition, even if you don't pass to the next round or if you don't win the job. So, on va parler de ça plus tard dans les aspects à miser en audition. Joël, pendant qu'on est justement un tout petit peu dans les généralités un petit peu de l'audition, de pourquoi les faire, qu'est-ce que ça nous apporte, tout de suite, peut-être établissons, quand on veut être surnuméraire, donc à quelqu'un qui veut tranquillement acquérir de l'expérience, se joindre à un orchestre, mais sans être dans une position permanente ou semi-permanente, on a une audition quand même à faire, non? Oui, ben, les auditions, c'est toujours la meilleure entrée. Par contre, il y a d'autres façons. C'est certain que si on envoie notre CV à des directeurs du personnel, moi, quand j'étais directeur du personnel à Drummondville, je recevais beaucoup de CV. Puis, bon, des fois, admettons qu'une flûtiste m'envoyait son CV, ben, je le disais à la première flûte, j'envoyais, je disais, regarde, on a eu le CV d'une telle, un tel. Puis, des fois, ces gens-là pouvaient quand même se retrouver sur nos listes, mais c'est sûr que le fast track, je dirais, parce que souvent,
bien, la plupart du temps, les orchestres profitent justement des auditions pour, comment je pourrais dire ça, revamper, pardon, ou actualiser leur liste de surnuméraires. Donc, c'est la façon d'être complètement un inconnu par rapport à un orchestre, puis d'arriver là, puis de ressortir du lot si on passe des tours, puis de dire, bon, ah ben lui ou elle était vraiment bonne, ben ça va être elle maintenant, ou lui, notre premier surnuméraire en violon, etc. Là. Donc, ça, c'est pratique courante. C'est la meilleure façon, justement, de se faire connaître, parce que, bon, les gens ne peuvent pas nous connaître autrement. C'est certain qu'on a notre cercle, qu'on connaît des gens qui jouent dans certains orchestres, puis il peut avoir des bons mots ou envoyer le CV, tout ça. Mais l'audition, c'est vraiment la façon la plus tangible, je trouve, de se faire connaître et de pouvoir s'intégrer à ces listes-là. Donc, c'est super important et intéressant pour un jeune musicien, jeune musicienne, de se rappeler aussi qu'en faisant une audition pour un poste ou pour un poste temporaire, on peut se faire remarquer comme surnuméraire, puis c'est une occasion en or, finalement, aussi, de potentiellement joindre une liste de surnuméraires de l'orchestre, qui est une autre belle façon, puis on en reparlera un tout petit peu plus tard aussi. Dirigeons-nous, Joël, un tout petit peu vers les opportunités. On parle un tout petit peu, là, on parlait d'audition, évidemment, quelque chose qui est plus formel, mais il y a d'autres circonstances, il y a d'autres moments où est-ce qu'un musicien, une musicienne peuvent être remarqués, peuvent se faire remarquer. Donc, qu'est-ce que tu dirais aussi à un jeune musicien là, évidemment, il y a le monde des auditions, mais on va souvent faire peut-être aussi des concerts de musique de chambre, on va peut-être faire des mariages, on va peut-être faire des engagements pour des réceptions. Donc, on parle un tout petit peu de ce monde-là aussi, de se faire remarquer, mais pas via l'audition elle-même. OK. En fait, opportunité, moi, je trouve que c'est le mot le plus important parce que tout peut se jouer n'importe quand. Donc, opportunities, it's really important because anything can happen at any moment. Puis pour ce petit sujet-là, je vais peut-être sortir du cadre juste orchestre. On va y aller vraiment tout à cabis, autant playing, teaching que any other, jobs related to music. C'est juste je pense qu'il faut que les gens restent ouverts, puis à toutes les opportunités qu'ils peuvent saisir. Puis, c'est sûr qu'il faut sans nuire au développement de notre carrière, puis sans oublier notre but. Donc, everyone has a goal with his career, and it's always in development. I used to be a French horn player, and at the beginning, I wanted this so bad, and now I'm more an artistic administrator, and this is how I make music. But I'm fulfilled and I'm happy even if I do this. And, I hear the orchestra every week and I never feel like, oh, I would like to be there. But of course, when they play pieces that I used to play, blah, 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 I feel that, oh, wow, I played this when I was at university. Mais il y a plusieurs façons de faire de la musique. Puis quand je veux dire de rester ouvert, Jean-Philippe parlait de mariage, de n'importe quoi, c'est que n'importe quelle opportunité peut peut-être vous amener ailleurs. Donc, il ne faut jamais négliger ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Vous allez peut-être être demandé justement pour joindre un quatuor pour un mariage, puis il va y avoir quelqu'un que vous ne connaissez pas là-bas qui va vous entendre. Puis là, après ça, cette personne-là va donner votre nom pour un autre orchestre. Ça, moi, j'ai quelques, comment je pourrais dire ça, expériences pas qui m'ont fait faire des détours, mais qui m'ont peut-être amené ailleurs, puis qui font que maintenant, now I am the person I am and I have the job I have because I did these kind of tweaky turns. Mais un exemple, à un moment donné, j'étais surnuméraire à un orchestre quand même régulièrement dans la région de Montréal, l'orchestre de Longueuil, et cet orchestre-là, they were passing around a questionnaire for the permanent musician, asking them if they want to go in school to present their instrument and things like that. And I asked the orchestra manager, I said, I'm not a permanent musician, but can I fill the form anyway? He said, why not? I'll give it to the admin. And finally, I end up, à la fin de tout ça, après quelques temps, ils m'ont téléphoné pour aller commencer à présenter mon instrument dans les écoles. Mais après ça, ils ont mis tout un programme au point et j'étais rendu que je collaborais avec la commission scolaire pour les programmes pédagogiques en relation avec l'orchestre. Puis j'ai fait, peut-être sur une période d'à peu près 5 ans, je vous dirais pas loin de environ 500 présentations de Casse-Noisette
dans des écoles, j'allais rencontrer les groupes. Puis là, après ça, les groupes venaient à l'orchestre, à la matinée de Casse-Noisette, etc. Fait que, bref, tout ça, c'était de rester ouvert aux opportunités. Puis, des fois, on ne sait jamais ce qui arrive. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut être ouvert autant pour le jeu que pour l'enseignement ou même pour toute autre chose. Je ne vous dis pas que si votre rêve, ce n'est pas de devenir music librarian, vous n'êtes peut-être pas obligé d'accepter de faire des coups d'archet si quelqu'un vous le demande, mais si jamais quelqu'un vous demande de faire des coups d'archet, vous n'avez jamais fait ça, puis ça ne nuit pas à votre pratique, puis ça ne vous enlève pas votre career goal, ben, c'est peut-être bon d'essayer de faire des coups d'archet, puis qui sait, peut-être que dans une dizaine d'années, vous allez vous retrouver dans un orchestre, puis on va demander un assistant librarian 10 heures semaine, puis vu que vous allez avoir déjà fait des coups d'archet, ben, vous allez pouvoir faire ça, puis vous allez être content de le faire à ce moment-là. Donc, we just have to stay open and always be aware of that. Anything could be an opportunity, no matter how simple seems to be the gig or what is offered to you, or, donc c'est un peu ça. Yeah, you never know who's going to be in attendance. So Yeah. even Joël Brouillette could be in attendance at the wedding, and you could get a good call from the OSQ. Joël, évidemment, on parle de ça, opportunité, manière de se démarquer un tout petit peu, de toujours être sous son meilleur jour, tout ça. Ça implique quand même que lors de tout événement musical dans lequel on se présente, il y a un niveau de préparation minimum quand même. Là. Il y a un niveau de préparation personnelle et de groupe qu'on doit s'assurer d'atteindre. Oui, ben en fait, c'est d'importance capitale ce que tu viens de dire. Donc, il faut vraiment se préparer pour tout, peu importe ce qu'on fait, qu'on ait joué, qu'on ait enseigné, qu'on ait présenté, peu importe. And I would say, whenever, let's start on the orchestra. Let's say you get a gig as a sub in an orchestra. Of course, as musicians, the ones who are listening, that you got to be prepared. Your teachers said that many, many times. But I would say, yes, be prepared, but also show some interest. I mean, vous n'avez pas besoin d'être là puis de flatter tout le monde dans le dos, mais juste d'être là puis de sembler intéressé, arriver à l'heure, être bien soigné. Puis, je sais, some of you or most of you, I'm sure you're already doing this, but it's really, really, really important to know your part. But if you can listen to it many, many times, because I know most of the time people will listen to the symphony a lot because it's really where the stock is going on, a little bit less to the overture, and the concerto maybe once, but make sure you're really, really ready. You know everything, not by heart, but it's important to know the stuff. And especially we see this with contemporary music. When we put a creation or something by a living composers, the musician has a tendency to rehearse less. And then when they get to the rehearsal, it's a little tricky, but I think it's important, even more important, because it's not Mozart and everything, and sometimes it's also harder to put together, to be really, really, really prepared. So I think that's the key solution. Otherwise, pour les autres types d'engagement, je dirais si vous faites, admettons, vous enseignez tout ça, vous pouvez démontrer de l'intérêt, tout ça, bien vous préparer pour vos cours, etc., pour vous ajuster à chacun des élèves. Mais je dirais quand vous faites des choses qui sortent du cadre de jouer tout ça, de démontrer de l'intérêt, c'est une chose capitale, mais aussi d'assurer un certain service à la clientèle. Exemple, quand je vous donnais mon exemple de l'Orchestre de Longueuil, moi, quand j'ai commencé à faire les visites dans les écoles, quand il y avait les matinées, je n'étais pas obligé de me pointer aux matinées, mais je me pointais aux matinées parce que je voulais voir un peu comment les enfants réagissaient aux matinées. Puis, ce que j'avais, comment je pourrais dire ça, montrer qu'est-ce que ça donnait après dans le contexte de la matinée. Puis ça, il n'y a personne qui me disait « Viens à la matinée, c'est à telle heure, tel jour, puis on va te payer tant de dollars. » C'était vraiment ma propre volonté. Puis c'était un peu ce que j'appelais mon service à la clientèle. Puis ça, c'est très, 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 très important pour justement, après ça, continuer à avoir ces liens-là,
puis que peut-être votre nom circule, puis que les gens aient confiance. And it's the same thing when you're playing. You don't have to be like, oh, you're so cute, blah, 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 but just be nice with people. Like if you get in a section, it's the first time you're there, you don't have to shake hands with everybody, but let's say you have the chance to interact with them at the break. You can just say your name and say, oh, I'm still studying, or I graduated a few years ago, I live in this region, blah, 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 and exchange a little with people, because you never know what these people can bring you out of the way you're playing, but because they get to know you. Donc, je dirais que c'est les aspects importants pour ce qui est de la préparation, mais c'est certain que le premier aspect le plus important, ça va toujours être le playing. On peut pas être gentil, bien habillé, arriver à l'heure, tout ça, mais si le playing n'est pas là, ça ne passera pas, ou ça va passer une fois. Puis après ça, même si on a fait toutes les autres étapes, d'être très, très nice, puis avenant, tout ça, ben ça ne se passera plus. Donc, c'est sûr, it's always music first, but the rest is also important to build like un réseau de contacts, si on peut s'exprimer ainsi. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, on a parlé un tout petit peu de la préparation technique, mais c'est intéressant de t'entendre aussi mentionner le côté humain du processus, puis le côté humain de se présenter à une section, prendre le temps de connaître les gens avec qui on travaille. C'est certain que on reste des personnes, et c'est important aussi justement d'avoir ce contact important-là. Avant de continuer, j'invite les gens dès maintenant à nous envoyer vos questions. Les gens qui nous écoutent sur YouTube Live, ainsi que nos étudiants, we will invite you to ask any question you have through YouTube if you are listening live with us, or for our students through the Zoom we are having right now. And we will be answering them towards the end of the session. On pourra répondre à vos questions à la fin de la session. Alors, Joël, tout ça, évidemment, nous amène à un point intéressant, je pense, à soulever. Et pour les gens qui nous écoutent aussi dans le public sur YouTube, c'est un monde compétitif, non? Je pense qu'on peut le dire que gagner un poste, tu as fait des comités, j'ai fait des comités aussi. Des fois, c'est extrêmement surprenant de voir que c'est en centaines de personnes qui appliquent pour une position, là. Parlons un tout petit peu de ça, là, cette compétition-là. Effectivement, donc c'est certain, la compétition est très, 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 très féroce. Elle est toujours présente, mais la compétition, on l'a aussi dans la société en général. C'est certain que la nature de notre travail, on dirait que la compétition est encore plus là parce que c'est un métier de performance. Puis, on ne fait pas juste envoyer notre CV, puis il y a quelqu'un qui regarde, puis on envoie notre CV en quelque part, ils ne nous appellent pas, ce n'est pas très grave, ils prennent 5 personnes, ils screenent, tout ça. Mais nous, il faut toujours performer pour se présenter, donc c'est encore plus difficile. Donc, comment je pourrais dire ça, la compétition est très féroce. Il y a toujours énormément de gens. Puis, j'ai vu un peu de tout Kabi. I saw everything, like even in regional orchestra when I used to be orchestra manager in Drummondville, we would, announce a position. And, Drummondville, it's like 5 concerts a season. So you cannot make a living with it, but at least you can have like a base of, that you have these 5 or 6 engagements. So it's kind of a good base. But so when we were like, advising for some position, we would have like 20, 25 people trying for that job. And for a regional orchestra, it's a lot of people. Et pour les orchestres majeurs, des fois, il peut y avoir des centaines de personnes. Je crois que quand il y avait ouvert la job de tuba à Milwaukee, si ma mémoire est bonne, il y avait 106 personnes qui avaient été auditionnées. Donc, c'est beaucoup de gens. Donc, il faut vraiment être la crème de la crème. Et ce qu'on voit beaucoup dernièrement, puis ça, on l'a vu à l'Orchestre symphonique de Québec et je l'ai vu dans d'autres orchestres, ce sont beaucoup des jeunes qui remportent les auditions. Donc, ce que ça fait, en fait, je trouve ça intéressant parce que
les jeunes, ils voient ça, bon, on en a parlé tout à l'heure, comme une opportunité pour se remettre sur les listes de surnuméraires. Donc, les jeunes osent faire les auditions, ce qui est un bon signe en soi. Et ce que ça fait, c'est que ça force les plus vieux. Dans les orchestres, il y a souvent comme des vieux routiers, bien, pas les membres permanents, mais il y a souvent des gens qui sont surnuméraires depuis plusieurs années. Et là, des fois, d'audition en audition, ils ne savent pas s'ils doivent se présenter. Mais quand ça devient plus clair de plus en plus, que quand il y a des auditions, maintenant, les listes de surnuméraires sont revampées. Donc, ça force aussi, si on veut, les gens qui étaient là depuis quelques années comme surnuméraires à oser se présenter, tout ça. Donc, mais bref, donc c'est ça, il y a énormément de compétition et je vous dirais, il ne faut pas hésiter à faire des auditions, il faut essayer. Et I don't know if most people online are Canadian or not, but here in Canada, I'm not saying it's easy to win a job, but it's pretty easy to get accepted into an audition. Ce que je veux dire par là, c'est que les orchestres canadiens, normalement, sur CV, à moins que la personne soit à l'école secondaire puis qu'il n'y ait vraiment pas d'expérience dans le CV ou qu'on sente que les managing d'orchestre sentent qu'il n'y a vraiment pas assez d'expérience, normalement, personne ne va être refusé. Donc, moi, quand j'étais étudiant, j'ai auditionné à certains orchestres canadiens, Kitchener-Waterloo, Québec, tout ça, puis on ne m'a jamais refusé sur mon CV, puis c'était marqué, admettons, que j'étais en fin 3 au conservatoire, tout ça. Donc, au Canada, normally in Canada, orchestras do not refuse anybody to attend the audition. But of course, if there's many people, let's say for a first round, there's 80 people, sometimes you will have the chance to play like 12, 10 seconds. And if it's not there, they're going to cut you. Mais en même temps, il faut essayer si on veut prendre l'expérience, tout ça. Pour ce qui est d'être invité aux auditions dans des orchestres américains ou en Europe, c'est un autre système. Puis, ça peut être plus difficile, puis ça peut être plus difficile surtout pour des orchestres majeurs, notamment aux États-Unis. Si on veut étudier au New York, pas étudier au New York Philharmonic, mais auditionner au New York Philharmonic, à moins d'avoir un CV super intéressant, même si on est un pigiste d'expérience et qu'on a des orchestres importants, ça va peut-être être difficile. Par contre, si on connaît quelqu'un au New York Philharmonic, on dit je vais aller auditionner, puis on connaît quelqu'un de la section, puis cette personne-là dit OK, I know Joel, he's good, or we should listen to him. Fine, they're going to invite me, but it was not the case, but I'm just making an example. Mais ça peut fonctionner comme ça aussi. Mais plus l'orchestre est important, plus ça va être difficile même de juste s'inscrire à l'audition. Il faut vraiment avoir à ce moment-là un CV avec beaucoup d'expérience. Donc, tout votre part. Donc, si jamais vous faites des auditions, if you do audition in smaller orchestra, regional orchestra, or less important orchestra, and I'm not saying less important about repertoire and things like that, because if you play Mahler first at the New York Phil or at whatever orchestra, I mean, it's still Mahler first, the same music and everything, so you're still learning and you're still having the same stress as the other musician in more important orchestra. I'm just saying important in size and in salary and et aussi dans la régularité du travail ou le nombre de semaines ou le nombre de concerts. C'est plus ça que je veux dire par l'importance de l'orchestre. Donc, c'est là où ça devient important de faire justement toutes les auditions qu'on peut faire pour gagner de l'expérience parce que oui, peut-être que si je suis corniste à l'orchestre de Sherbrooke, Drummondville, Longueuil depuis 10 ans puis que je veux faire une audition d'un orchestre américain, peut-être pas de majeur, mais de second plan, ben, ils vont dire, OK, cette personne-là a quand même relativement d'expérience et ils vont peut-être daigner m'inviter à l'audition. Et de fil en aiguille, si je suis capable d'aller auditionner là, puis que je gagne là, ben, peut-être je pourrais continuer mon ascension vers un orchestre plus grand à ce moment-là, ou plus important ou plus gros. Donc, c'est un peu ça, mais c'est certain que la compétition est là, ben, vous le savez.
même pour être accepté à l'OF, j'imagine que vous avez dû faire face à une certaine compétition, faire des auditions ou envoyer peut-être plus des tapes là, à cause de la COVID, mais bon, c'est cela. Ah, super intéressant. Donc, encore là, on voit vraiment que toutes les occasions aussi sont bonnes à saisir. C'était bien aussi de pouvoir t'entendre sur les différents systèmes, orchestre américain versus orchestre canadien, entre autres. Euh, Ces fameuses auditions-là, on s'entend qu'on a des choses de base dans lesquelles un comité va être attentif. Hein. On veut un son, une belle sonorité, une bonne intonation, bon rythme. Puis après ça, ben, c'est dans la finesse de tout ça qu'on rassemble. Mais parlons un tout petit peu justement du processus d'audition. Euh, les points importants, j'en ai nommé trois vraiment très généraux, là, mais qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui est la plus belle chose que quelqu'un peut amener dans une audition, là? Bon, ben, comme tu disais, c'est certain que les points de base que tu as mentionnés, justesse, rythme, bon, respect du texte, etc., c'est la première chose qui va être écoutée. Puis surtout, je dirais, dans les premiers tours, je ne dis pas qu'on n'écoute pas la musique dans les premiers tours, mais souvent le premier et le deuxième tour, pardon, qui va servir à écrémer les candidats puis garder vraiment les meilleurs pour la finale, vont être plus basés vraiment sur des aspects techniques. Puis, je sais que des fois, ça peut être cruel parce que, admettons, bon, c'est différent pour chacune des familles d'instruments, mais une note manquée, une note fausse, tout ça, ça peut nous faire sortir de l'audition, même si on est un super bon interprète. Puis si on se retrouvait en troisième ronde, en finale, on aurait la chance de jouer notre concerto, puis là, le jury tomberait par terre. Mais étant donné qu'il y a tellement de monde, dès les premiers tours, c'est vraiment, il faut que tout soit parfait et les aspects qui sont vraiment écoutés à ce moment-là, justesse, rythme, bon, sonorité bien évidemment, respect du texte. Donc, je vous dirais, in the first round, stick with what's written, don't be too expressive. I'm not saying you have to play like a piece of wood, but make sure it's in rhythm, make sure it's tight, make sure it's really on pitch, and make sure that that you're respecting the text. And about respecting the text, it brings me to another important things in audition. En audition, on veut montrer ses forces et ses qualités. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire le triple piano, c'est pas la fin du monde, dans le sens que si vous êtes capable de jouer à un certain niveau de dynamique douce, mais que ce n'est pas, selon vous, ce que ça devrait être, c'est pas grave si vos dynamiques fortes sont encore plus fortes que les autres, entre guillemets, ben, le spectre va être aussi large que d'autres. Donc, ça peut pallier à ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important quand on est en audition, c'est de montrer nos qualités, de se montrer à notre meilleur, mais de se sentir bien. You have to feel good. I know it's hard. Everybody is shaking, but you got to feel good with yourself. And let's say it's written piano and you want to play MF. There's a good example for French horn, the beginning of Schubert 9. It's supposed to be really soft. Pom, 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 pom. And, in audition, of course, people will play this kind of soft, but it's more, let's say you have the quality of maybe the piano, but you're playing more like mezzo forte in real, because otherwise it's kind of impossible. Donc, c'est ça, il faut vraiment être là pour montrer nos forces et non pas nos faiblesses. Puis aussi, je vous dirais, in a way to see this for you when you do it, c'est qu'à chaque audition, vous vous donnez un but. Est-ce que le but, c'est de passer un tour? Est-ce que le but, c'est d'être en contrôle? Est-ce que le but, c'est de jouer à votre niveau? Pour que justement, à la fin de l'audition, vous soyez comme, pas content, mais ce qu'on fait, je l'ai dit tout à l'heure, what we do, it's really in the instant, and after that, it doesn't exist anymore. So you might show up to an audition and, miss so much and be like, oh, people will remember this. But people will remember this, but not for a long time. And yourself, you should not remember this for a long time. Donc, c'est important, quand on fait une audition, d'avoir un but spécifique, puis
d'essayer d'être satisfait après, puis de ne pas se taper dessus, parce que justement, ce qu'on fait, c'est éphémère. Puis oui, vous allez peut-être craquer la 7e de Beethoven à votre audition, mais demain, peut-être vous ne la craquerez plus non plus. Donc, c'est de voir ça comme un build-up d'expérience, parce que c'est certain que si vous allez à une audition avec le minding de la gagner, bon, vous allez peut-être la gagner, mais le nombre de gens qui ont gagné la première audition de leur vie, bon, j'en connais quelques-uns, c'est certain que ça arrive, mais ce n'est pas la majorité. Donc, souvent, il y en a que je connais qui ont fait 32 auditions avant d'avoir un job. Puis ça aussi, ce n'est pas la majorité parce que not everybody is really aussi, comment je pourrais dire, acharné que ça. Mais il faut vraiment voir ça de ce point-là. Puis je vous dirais, ce qu'il faut, c'est d'oublier qu'il y a un jury. Puis aussi, I've been a few times on the other side of the panel, and I've been on the side where the musicians are, especially when I was at Musici. We had, in Montreal, we had an audition, and we had all sorts of candidates, young people, older people. And, you know, when it was the time for a candidates, I was always going in the lobby asking that person, saying, okay, blah, 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 in 5 minutes, it's going to be your turn, but take your time. And sometimes it would be the turn of the person, and the person would be nervous or ask me, can I go to the bathroom? And of course, I was saying, go to the bathroom. And, you know, the panel was waiting 2 more minutes without hearing anybody because I wanted this person to feel good and to be comfortable. And even if most of them weren't comfortable, if I was, you know, with them really nice and calm, this would help them. And I think that's the key. So when you show up at an audition, do not imagine that you have to rush. And when you're sitting down, if you want to take 30 seconds in between every excerpt, si vous voulez prendre du temps entre chacun des extraits, il n'y a jamais, jamais personne, en principe, qui va vous pousser dans le dos. Puis je vous dirais, plus il y a de gens, plus vous allez penser qu'il faut aller rapidement, mais plus je vous dirais, c'est l'inverse. Assurez-vous toujours que quand vous allez en audition, vous rentrez là, c'est vous le roi ou la reine de la patente, dans le sens que vous décidez. Puis si vous avez besoin de vous asseoir 1 minute avant de commencer quand vous arrivez, vous asseyez tout ça. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est que si vous êtes très, très, très nerveux, souvent, d'attendre, ça ne va pas nécessairement chasser la nervosité. Chez certains, oui, mais chez d'autres, ça va juste l'empirer. Puis à un moment donné, vous allez dire, OK, il faut que je commence. Mais au lieu, instead of calming yourself down by waiting, you have built up so much stress. So when you'll start, you'll just be like, you know, even more nervous than when you got in the room. But make sure you take your time, and no one will be ashamed or mad about that. Super. Maintenant, dirigeons-nous un petit peu, Joël, pour en arriver tout là. En arriver là, évidemment, il y a toute une préparation, il y a toute une vie personnelle qui nous amène un petit peu vers le développement de carrière. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Puis, qu'est-ce que c'est pour toi? Comment tu le vois? Qu'est-ce que tes conseils? Qu'est-ce qu'on va rechercher dans tout ça? Okay, bien, le développement de carrière, c'est sûr que je vois ça très, 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 très vaste. C'est certain qu'il ne faut jamais perdre son but de vue. Mais en musique, c'est quand même difficile. Quoique je connais des gens qui ont déjà dit, moi, je veux être premier quart à telle place, puis on finit premier quart à telle place. Mais bon, c'est quand même difficile pas de garder son but, mais c'est certain qu'on peut avoir un but. Donc, faut toujours garder ça en tête et il faut toujours s'assurer qu'on est en constante évolution et en progression. Mais ça va être différent pour tout le monde parce que des gens qui vont commencer à, admettons, être surnuméraires dans des orchestres. Puis en faisant ça, ils vont se dire, OK, moi, je n'ai pas envie d'être surnuméraire toute ma vie, j'ai envie d'avoir un poste permanent. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, ben moi, ça me plaît d'être surnuméraire, je ne veux pas aller plus haut. Puis il y en a d'autres, ben, ça va être autre chose. Other people
start doing other things. I'm not saying other things, but they would do a music library or something like that, and they would say, oh, finally, I feel better doing this instead of performing. Donc, c'est ça un peu, un développement de carrière. Ça peut avoir plusieurs tentacules. Puis je pense que quand on est jeune, or when we start, c'est important de ne pas s'encarcaner dans quelque chose, ou même si on est un performer, de ne pas s'encarcaner juste dans un style. Oui, je suis un violoniste, j'aimerais ça faire de l'orchestre symphonique, tout ça, mais si à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous appelle pour une petite gig jazz ou plus populaire, puis qu'on pense qu'on est capable de le faire sans trop se dénaturer, puis que ça va sonner à peu près comme ils veulent, le côté style, tout ça, bien, je pense que c'est bon de toucher à ça, de toucher à tout. Tout à l'heure, Jean-Philippe, tu disais que j'avais fait partie de l'Orchestre des Pas Perdus. L'Orchestre des Pas Perdus, c'était c'était un orchestre, comment je pourrais dire ça, de cuivre et percussion. On était neuf dans tout ça, mais on a fait des magnifiques tournées. Le mec qui écrivait la musique pour ça, puis c'était un peu de la musique funk, n'importe quoi. Puis moi, quand j'ai commencé à jouer dans cet orchestre-là, pas que j'étais perdu, mais tu sais, c'était plus, bon, il y avait des saxophonistes, trompettes, trombones, tout ça, qui, eux, étaient beaucoup des bons improvisateurs. Moi, c'était moins dans mon sang. Puis là, quand ça devait groover aussi, c'était moins dans mon sang. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup à faire ça. Puis finalement, avec eux, on a fait beaucoup de tournées des festivals de jazz canadiens. Puis le temps que j'ai été dans ça, parce qu'après ça l'a arrêté, là, ça n'existe plus. Ben, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai appris énormément de choses. C'était très intéressant. Puis ça m'a nourri en tant que musicien. Donc, il faut vraiment rester ouvert pour ce qui est de voir ce qu'on veut faire, tout ça, côté style, etc. Puis je dirais qu'il faut faire un peu attention. Comment je pourrais dire ça? Si on veut continuer à évoluer, des fois, il va falloir se mettre en situation de danger. Dans le sens, ça ne veut pas dire de faire des choses qui n'ont pas de sens, mais tu sais, des fois, on va avoir comme une petite routine où on va être dans nos pantoufles, puis là, on va avoir tel job, tel job, tel job, puis là, on va se dire, OK, mais je lâche-tu cette job-là, je ne l'aime pas vraiment. Là, on va tout le temps avoir comme des doutes, mais souvent, quand on lâche quelque chose, ça ne veut pas dire de se lâcher dans le vide, puis que si vous avez une job à l'Orchestre symphonique de Montréal demain matin, de la lâcher pour faire autre chose, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est des fois de laisser de la place à certaines choses, puis des fois, on fait de la place à certaines choses, puis on se dit, ah, ben finalement, j'aime mieux cette chose-là, tout ça, donc, il faut vraiment penser à ça, puis aussi, ce qui va arriver des fois, c'est quand les gens, ben, chacun a notre réalité, we all have our reality, family, money-wise, etc. Et puis des fois, quand mettons qu'on a, comment je pourrais dire ça, on a une situation, on est pigiste dans quelques orchestres de région, puis là, il y a des auditions qui s'annoncent dans un orchestre plus important, mais là, des fois, l'audition peut tomber en même temps qu'un engagement qu'on a. Puis là, on se dit, OK, mais là, si je vais à l'audition, je vais perdre mon engagement, je n'aurai pas les sous. Donc, des fois, on a peut-être des choix déchirants à faire, mais il faut penser que ce choix déchirant ou ce choix contraignant-là de refuser de l'argent pour aller faire une audition, peut-être que ça va être un choix plus payant, entre guillemets, là, puis je ne parle pas juste money-wise, mais pour votre futur à ce moment-là. Donc, il faut vraiment voir, mais je vous dirais que un développement de carrière, c'est vraiment personnel. Moi, autant au début, j'ai toujours voulu jouer. Ben, j'ai quand même assez joué. J'ai joué dans quelques orchestres de région, mais j'ai toujours eu la fibre, organisation, tout ça. Puis quand je fais des entrevues, des fois, je fais des blagues avec ça. But when I was in fourth grade in primary school, the principal called my mom and the day of a concert, and he asked my mom if I could stay at the school between the school and school time, like after school day and the concert at night, because I wanted to carry like the xylophone and all the instruments from the schoolroom, the classroom, the music classroom to the auditorium. And he said to my mom, can he stay? And my mom said yes. And he said, okay, I'll buy him chicken for for dinner. Mais sérieusement, je fais des blagues avec ça, mais quand je suis allé, j'ai déjà
fait une audition ou une entrevue au National Orchestre du Centre national des arts à Ottawa pour devenir Music Librarian. Puis j'ai dit ça devant un panel de 8 personnes et les personnes se sont mises à rire, tout ça, mais ils comprenaient comment, pas comment c'était important, mais moi j'ai commencé à cet âge-là, puis après ça, quand j'étais au secondaire, j'étais sur l'équipe de déménagement, puis de fil en aiguille à l'université, gérant d'orchestre. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Puis quand j'ai commencé à jouer, puis à avoir des postes, Drummondville, Sherbrooke, j'ai tout le temps eu une tentacule administration. Quand j'étais à Drummondville, j'étais directeur du personnel pendant environ 10 ans. Puis quand je jouais à l'Orchestre de Sherbrooke, j'ai joué là une quinzaine d'années. Pendant 5-6 ans, j'étais comme adjoint du personal manager. C'était plus celui qui s'occupait que tout roulait bien sur le terrain. Donc, c'est ça. Mais en même temps, il y a comme une personnalité là-dedans. Les cornistes sont beaucoup, je ne sais pas, there's a lot of French horn players in orchestral administration that either are booker or music librarian or whatever. We see this often. Anyway, donc, c'est ce que j'ai à dire sur le développement de carrière, mais croyez en vous, gardez votre but en tête, puis vous faites ça comme vous en avez envie, mais il y a des belles choses partout. Il n'y a pas juste des belles choses en étant assis dans un orchestre ou en enseignant ou en étant music librarian ou tout ça. Il faut rester ouvert, puis il faut avoir un but, puis chérir ce qu'on veut faire. Super intéressant, Joël. Before going on, we're getting towards the end of our session, and I just remind all of our players and all of you watching live also that you are welcome to send us questions. On vous invite fortement à nous envoyer des questions, soit via YouTube ou via le Zoom. Joël, si on prenait quelques minutes pour bien différencier puis établir la différence entre un poste permanent puis un poste pigiste. On a un petit peu touché à ça au début de la conversation, mais je sais que tu voulais y revenir puis nous parler un tout petit peu de qu'est-ce que tu vois comme différence dans ces deux mondes-là. Yeah, oui, donc je suis allé sur 5 points en particulier. I went on 5 topics in particular for being having a permanent job or being a sub or let's say more give of surnuméraire. And the first point, le premier point, c'est bon, si on est dans un orchestre permanent ou on a un poste permanent, dans un orchestre d'importance, c'est certain qu'on a plus de stabilité, dans le sens qu'on a un horaire fixe, on joue à peu près toutes les semaines. Bon, dépendamment du format de l'orchestre, à l'OSM, c'est 46 semaines. Ici, à l'Orchestre de Québec, c'est 31. Mais bref, on a une belle stabilité. On sait ce qu'on on a notre agenda. C'est quand même facile à gérer. Puis aussi, on a comme une stabilité financière. On en parlera tout de suite après. Par contre, si on est pigiste, en échange de la stabilité qu'on n'a pas, on a une belle liberté. Fait que moi, j'ai toujours aimé ça quand j'étais pigiste, bien que je travaillais beaucoup. J'aimais ça parce que j'avais une liberté. Puis, des fois, quand on vient à un certain niveau de pigiste ou qu'on a assez de travail ou plein de choses qui fait qu'on fait suffisamment d'argent, ben on peut décider ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc, ça peut commencer à être intéressant, cette liberté-là. Puis aussi, ben, la liberté, c'est que des fois, on peut comment je pourrais dire ça, choisir librement. Ben, moi, les 4 semaines du mois de juin, je ne travaillerai pas du tout parce que j'ai envie d'être en vacances. Tandis que si on est dans un orchestre permanent, ça peut être un peu plus contraignant. C'est certain que tout ça, si on est dans un orchestre permanent, cette stabilité-là amène aussi une sécurité. On a une sécurité financière. On a, dans la plupart des orchestres permanents, puis entendez-moi, orchestre permanent, je parle d'un orchestre qui a une saison quand même assez substantielle. Tout à l'heure, je parlais de l'OSM, on pourrait avoir Toronto, Vancouver, tout ça. Donc, les orchestres majeurs, quand on est dans un orchestre comme les orchestres de région, 5-6 programmes, on est moins dans le type permanent, même si on a un poste permanent dans un orchestre, on n'a pas cette même sécurité-là. Donc, dans un orchestre permanent d'importance, sécurité financière, bon, souvent assurance maladie, etc. Bref, plein d'avantages
qui fait qu'on s'inquiète moins avec un paquet de choses. Le downside de l'autre côté, si on s'en va pigiste, la liberté dont je parlais tout à l'heure amène une certaine insécurité. Donc, c'est certain que oui, j'ai une belle liberté, mais des fois, quand je dis que ça amène une insécurité, c'est que des fois, cette liberté-là nous est comme imposée. Moi, quand j'étais vraiment juste pigiste, puis que j'enseignais à la période dans les écoles secondaires, tout ça, puis que je faisais juste jouer, que je faisais des petites job-ins de musicothèque, etc., fallait que je sois capable à peu près en 8 mois d'année d'être capable de m'accumuler l'équivalent de 12 mois d'argent pour vivre. Donc, entre 8 et 9 mois, je travaillais vraiment, mais il y avait tout le temps des temps morts. Souvent, l'été, le mois d'août, c'était très, très mort. Là, souvent, il y avait le petit hiatus du mois de janvier, etc. Donc, puis là, après ça, ben, l'été, si on veut prendre des vacances. Donc c'est un peu ça. Fait qu'il faut s'assurer qu'on amène assez d'eau au moulin pour pallier à tout ça, chose qu'on n'a pas quand on est un musicien permanent dans un orchestre. Dans un orchestre permanent, puis ça va peut-être recouper la question qui va nous être posée tantôt, c'est qu'une structure, tout ça, là, je parle des assurances, etc., des congés, machin, c'est une structure qui peut être avantageuse, par contre, qui peut peut-être devenir lourde occasionnellement parce que les gens vont vraiment se cantonner, tout ça dans ça. Dans les orchestres de région ou les trucs de pays, c'est sûr que c'est beaucoup moins lourd administrativement. Puis même si, admettons, vous avez un poste à l'orchestre de Sherbrooke, Laval ou Drummondville, oui, il y a une convention collective, tout ça, mais c'est beaucoup moins lourd que ça peut être, admettons, dans les orchestres majeurs. Mais dans les orchestres majeurs, c'est pas négatif, ça, nécessairement, mais ça dépend juste comment les individus voient ça. Ensuite de ça, c'est certain que dans un orchestre permanent, normalement, vous allez faire un salaire plus élevé que les gens à la pige, mais par contre, il y a des pigistes qui sont d'excellents pigistes, qui sont très, très, très occupés. Ils vont pouvoir faire peut-être des fois un salaire équivalent ou supérieur, but they will have to work really, really hard and be busy all the time. Mais c'est pas, it's not impossible to make more money as a freelancer than as a permanent player in an orchestra. Sinon, je dirais que dans un orchestre permanent, puis là, je vais bien poser mes mots parce que je travaille dans un orchestre où les musiciens sont permanents. C'est certain qu'avec toutes les conditions qu'il y a, puis les conventions, tout ça, ben, on va se retrouver souvent avec pas deux groupes de personnes, mais il y a des gens dans la vie, peu importe c'est quoi leurs conditions, qu'ils soient assis dans une chaise de velours ou assis sur un petit pan en bois, ils vont tout le temps être contents. Donc, ces gens-là vont tout le temps, même malgré qu'ils ont des conditions béton dans une convention, on va tout le temps avoir le feu sacré, puis donner le max, tout ça. C'est certain que souvent, dans les orchestres permanents, des fois, il y en a qui vont peut-être avoir tendance à être un petit peu plus laid-back. Et dans la pige, on dirait qu'on voit moins ça parce que les gens sont tout le temps obligés de se prouver de fois en fois s'ils veulent être rappelés après. Mais je ne vous dis pas que dans les orchestres permanents, qu'il n'y a personne qui pratique et que personne joue avec le feu sacré. Il y en a beaucoup. C'est la très, 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 très grande majorité. Mais il faut juste voir, des fois, avec les conventions, tout ça, on va peut-être ça va peut-être être plus difficile d'amener des projets spéciaux, des projets qui sortent de l'ordinaire, de sortir de ce cadre-là, tandis que quand on est dans le monde de la pige, bien, souvent les gens vont embarquer plus vite dans des projets un petit peu fous parce que, bon, ils doivent travailler, ils doivent gagner leur vie, ils n'ont pas la sécurité. Il y a plein d'aspects. Puis souvent, ben, je ne dis pas qu'ils sont plus stimulés artistiquement, mais c'est différent. Puis aussi, je vous dirais, il y a une autre différence entre un orchestre permanent puis la vie de pigiste, c'est que l'orchestre permanent, on voit toujours le même monde. Donc, des fois, ça peut devenir redondant pour certaines personnes, mais de toute façon, d'un orchestre, même s'il y a
60 personnes, on ne sera jamais amis avec les 60 personnes. Puis vous devez vous en rendre compte, il y a peut-être un petit cercle de 10-12 personnes qui vont être votre garde rapprochée. Puis les autres, oui, vous allez les saluer. Puis là, des fois, vous allez vous apercevoir, si vous êtes dans un orchestre, ça fait 5 ans, ou même, bon, là, vous n'êtes pas en contact parce que vous êtes en web, mais probablement que si vous aviez fait l'orchestre en personne cet été, qu'à la fin de l'été, vous n'auriez peut-être pas été amis avec tout le monde parce que vous n'auriez pas eu l'occasion de leur parler, tout ça. Puis ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas, c'est que c'est comme ça que les interactions se passent. Donc, dans un orchestre, c'est pareil. Tout le monde se connaît, mais ce n'est pas tout le monde qui est ami avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de connaître bien tout le monde. Mais par contre, ça reste toujours le même monde. Donc, si jamais il y a des situations un petit peu plus difficiles ou si ça devient redondant côté programme, puis certaines activités, par exemple, si vous n'aimez pas faire des concerts pop, puis dans l'orchestre que vous êtes, on fait des concerts pop à chaque année, bien, c'est comme un impératif. Par contre, si vous êtes à la pige, souvent, s'il y a des choses moins agréables qui se passent, bien, une gig de pige, normalement, ça dure 3-4 jours, puis après ça, c'est fini. Donc, ça peut être un autre côté intéressant de voir ça, mais je vous dirais que les deux mondes ont leur plus et leur moins, mais en même temps, ça va dépendre beaucoup des individus parce qu'il y a des gens qui sont des très, très, très bons musiciens qui ne seront jamais capables de gagner une job pour un paquet de facteurs. Ça veut dire qu'ils sont pas, je veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, puis ils vont rester pigistes toute leur vie, mais il y a des gens qui sont des très, très bons musiciens qui sont capables de gagner des jobs, mais qui vont les lâcher parce que ce monde-là, ça ne leur plaît pas. Ce n'est pas le monde qui est là qui ne leur plaît pas, mais c'est le cadre d'être dans un orchestre permanent, tout ça, puis ils se disent, OK, ça, c'est pas pour moi. Donc, ça peut dépendre aussi, pas seulement du niveau de la personne, mais aussi de la perspective de l'individu. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux mondes, mais les deux mondes, comme je disais, ont leur plus et leur moins. Mais je pense que les deux mondes sont beaux. Moi, j'ai côtoyé les deux, fait que c'est pour ça que je suis capable de vous apporter un peu ma vision extérieure des deux mondes. Mais dans les deux mondes, j'ai rencontré des gens fantastiques, puis j'ai fait des choses bien le fun dans tous les sens, autant avec des orchestres de pigistes qu'avec des orchestres permanents. Donc, c'est un peu ça. Ouais, merci Je ne sais pas beaucoup, si ça couvre la Joël. question. Absolument, c'est super intéressant d'entendre ton expérience personnelle aussi à travers tout ça. Merci. On va regarder quelques questions qu'on a reçues, soit via le YouTube ou via, j'en ai même une via Facebook ici. Allons-y avec Alexander. Je vais te lire la question, Joël, qui nous demande I 100% agree that it's important to show interest and politely interact with coworkers, but I've heard sometimes that orchestra members can be a bit jaded and get annoyed at a new guy who's too happy and excited. Is that something you've experienced? Qu'est-ce qu'il joue, Alexander? What does he play, Alexander? Alexander, attends un petit peu, je vais retrouver notre. Je ne sais pas c'est lequel Alexander qui nous a écrit. Hortons. Alexander. Alexander. C'est en lien un tout petit peu avec une question, c'est-à-dire un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Alexander est clarinettiste, là, à moins que je me OK. trompe, là, je ne l'ai pas sous la main, là, mais Alexander est clarinettiste. OK, bien, ça ne change rien ce qu'il joue. Ben, I was just curious. Mais je dirais, en fait, je pense que les membres d'orchestre aiment ça. C'est peut-être pas une question d'être trop happy puis trop enthousiaste, mais je pense que les gens d'orchestre, si comment je pourrais dire ça, on n'est pas trop envahissant, puis ça, puis j'ai pas le terme en ce moment que je voudrais dire, je pense pas que ça cause un problème. Je pense que les gens d'orchestre, justement, moi, ce que je vois, souvent quand on a des jeunes qui viennent remplacer dans les orchestres, je ne dis pas que c'est pas le bon terme, que ça va fouetter les vieux, mais ça amène une belle énergie. Puis sans nécessairement être comme un Jack in the box, il y a moyen d'être là, d'être proactif, d'être gentil, d'être poli, puis d'amener cette énergie-là, mais pas juste par notre attitude, mais par notre jeu aussi. Puis souvent, les gens vont apprécier ça, puis on dirait que ça va avoir comme une espèce d'effet de contagion. C'est ça qu'on peut voir. Nous, à l'orchestre à Québec, on fait à chaque année un side-by-side concert qu'on appelle avec des étudiants avancés du Conservatoire puis de l'Université Laval.
Puis à chaque fois qu'on fait ça, il y a comme quelque chose qui se passe là-dedans. Because most of the students are studying with people that are in the orchestra. Puis il y a comme une espèce de belle confrérie qui se fait, mais aussi, côté musical, on dirait que ça revampe dans tous les sens. Les étudiants arrivent, ils veulent bien faire. Là, les musiciens, ben, vu que souvent c'est leurs étudiants, ils veulent se le montrer sur leur meilleur jour, tout ça. Fait que je vois ça un peu comme ça aussi, dans le sens que quand on va à une première gig de sub dans quelque part, sans nécessairement être un licheux, entre guillemets, I don't know what's the term in English, mais être avenant, tout ça, je pense que ça peut juste amener une belle énergie et que les gens ne vont pas détester, là, as long as you're not like a jack in a box. Ouais. On a une question ici du public de Olivier qui est musicien aussi, puis qui nous demande est-ce que de nous parler en fait un tout petit peu puis de tes impressions sur le fait de gagner ou pas une permanence, parce qu'on n'est pas vraiment touché, mais une fois qu'on gagne une audition, on a une période, comment tu l'appellerais, une période d'évaluation, une période c'est tenure en anglais. Oui, en fait, c'est une période de probation. Puis, la période de probation, je vous dirais que la plupart des gens qui gagnent un poste obtiennent leur probation, quoique des fois, ça ne se fait pas. C'est certain qu'il y a plusieurs facteurs qui sont reliés à l'approbation. Le premier, c'est le jeu, mais souvent aussi, l'attitude va être reliée à ça. Donc, c'est délicat. Je ne sais pas quoi dire, pas quoi dire. C'est certain que si quelqu'un gagne une audition, premièrement, il a gagné probablement parce qu'il était de niveau. Puis la deuxième chose après ça, c'est de voir. C'est sûr que si on gagne une audition comme as principal player, puis we get there and after a week, we're just like, no, you should do this, you should do that, you should do this. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Et donc, il faut prendre le temps de connaître les gens, puis d'apprendre à travailler avec eux. Puis c'est la même chose. Si on fait partie d'une section, bien là, je pense que c'est l'inverse. Si justement le principal de la section ou le soliste de la section ou le premier de section nous donne des commentaires, je pense qu'il faut être très, très, très réceptif puis essayer de réagir toujours le plus promptement possible, mais aussi dans l'attitude de rester zen par rapport à ça. Parce que c'est certain, quand quelqu'un gagne une audition, si sur son panel d'audition, il y avait 6 ou 7 personnes, toutes ces personnes-là font partie du comité de probation. Fait qu'autant, oui, la personne peut gagner une audition dans la section de trompette, mais là, il n'y a pas seulement les autres trompettistes qui sont en jeu là-dedans. Il y a le premier trombone, le tuba, le corps. Il y a probablement le premier au bois. Il y a 2-3 cordes, le concertmaster, le violoncelle, tout ça. Fait que tout ça, c'est important de garder un équilibre là-dedans. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut aller parler au violoncelle solo à chaque concert et dire hey, j'ai bien joué tout ça. Il faut juste savoir qu'on est épié un peu plus pendant cette période-là. Puis, autant, tout à l'heure, je mentionnais pour une position de leadership de prendre son temps, et autant les gens vont vouloir justement que cette personne-là prenne le leadership quand même assez rapidement, mais pas un leadership négatif, mais un bon leadership. Donc, c'est sûr que c'est une balance de plusieurs choses, mais encore une fois, je dirais ce qui prime dans ça, c'est le jeu. Donc, si la personne joue bien, puis elle a une bonne attitude, puis comment je pourrais dire ça, coopérative en général avec le chef d'orchestre, puis à travers la collégialité avec ses collègues, la personne, normalement, ne devrait pas avoir de problème à avoir sa permanence. Par contre, des fois, il peut y avoir des aspects musicaux qui ne fonctionneront pas, puis ce n'est pas question que la personne manque toutes les notes ou joue faux. Ça peut être juste une conception sonore, genre on va prendre telle personne. Peut-être des fois, on va voir ça plus chez les bois et les cuivres. On va prendre telle personne à l'audition. Puis finalement, on va se rendre compte après quelques mois que finalement, ça ne fit pas du tout ça dans l'esthétique sonore de l'orchestre. Puis ça va être juste ça qui va faire que ça va finir. Puis ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas bonne. C'est juste que ça ne fit pas dans ce que l'orchestre cherchait finalement.
Puis bon, à l'audition, il n'avait pas pu cerner ça à ce moment-là parce que c'était peut-être pas dans les mêmes conditions, puis dans le surrounding de tout l'orchestre en entier. Merci, Joël. Super. Il y avait une sous-question pour continuer, là, toujours d'Olivier, qui demandait un petit peu si c'était toujours la même durée, cette fameuse période de probation, ou est-ce que c'est des orchestres qui c'est plus long, des orchestres qui c'est moins long? On parle de quoi? De mois, d'années? Ben, il y a des orchestres, c'est 6 mois. Il y a des orchestres, c'est 1 an, mais il y a des orchestres qui se donnent le droit d'extensionner une deuxième année. Donc, ça dépend vraiment des orchestres, des conventions, tout ça. Pour ce qui est de la durée, ça regarde ça. Par contre, si je peux vous donner un conseil, si jamais à un moment donné vous êtes en probation dans un orchestre, que ce soit le New York Philharmonic ou l'Orchestre symphonique de Laval, vous devriez éviter de vous absenter pendant votre période de probation. Si je donnais les deux, c'est sûr que si quelqu'un gagne un job, un poste au New York Philharmonic, il ne s'absentera pas parce qu'il va avoir un salaire régulier. Mais à l'Orchestre de Laval, vu que c'est plus par service ou par concert, je ne dis pas que ça peut être plus tentant, mais si vous gagnez un poste, il faudrait que ça soit votre priorité pendant la probation, puis vous pourrez peut-être manquer après, là, selon les règles. Mais c'est toujours mieux vu d'être toujours présent là, pendant sa probation. Super. Puis, on a le temps de prendre une petite dernière question ici, toujours du grand public. Mario qui nous demande qui, normalement, siège sur les fameux comités d'audition. OK, ben ça dépend, comment je pourrais dire ça? Ça dépend des positions. Donc, si on a une position de violon, c'est sûr que ça va être plus des cordistes, tout ça. Si on a une position de flûte, il va y avoir plus avoir des vents. Mais regardez, moi, si je peux bien vous donner 2, 3 exemples. J'ai la convention de notre orchestre ici sous la main, là, si ça peut vous informer un peu. Exemple, si on va faire un poste facile, là, assez commun. Donc, si on a un poste dans la section des premiers violons, exemple, à pourvoir, il va y avoir 7 personnes sur le jury, donc toujours le directeur artistique, mais il y aurait le violon solo associé, il y aurait l'assistant du violon, il y aurait 3 violons des premiers violons, puis il y aurait un alto solo ou le violoncelle solo. Donc, ce serait vraiment principalement des gens de ces sections-là. C'est sûr que quand on va dans des postes des postes principaux, ben là, on a tendance à plus mélanger. Exemple, pour un poste de violoncelle solo, on a le directeur artistique, bien évidemment, le violon solo associé. On aurait le violoncelle assistant, c'est le solo qui est en jeu pour être en audition. On aurait la contrebasse solo, on aurait 2 violoncelles de section plus l'alto solo. Donc, quand on a des chaises importantes, que ce soit en vent ou en corde, on va tout le temps avoir les principales de toutes les sections environnantes. C'est la même chose quand on a un bois solo. Automatiquement, si on a au bois solo, c'est certain qu'il va y avoir les solos des 3 autres sections de bois. Ça, c'est indéniable. Il y aura un membre de l'instrument de la section, plus le corps solo, le corps associé, plus violon solo, violon associé, plus le directeur artistique. Donc, ça va vraiment dépendamment des besoins, mais ça, c'est bon. À l'Orchestre symphonique de Québec, on a quand même des panels assez volumineux puisqu'on est un orchestre permanent. Ce sera un peu la même chose à l'OSM. Par contre, si on va dans les orchestres plus simples, à l'époque, quand j'étais à l'orchestre de Drummondville, si on faisait une audition de première flûte, ben, c'est certain que le premier hautbois était là. La deuxième flûte pouvait être là, mais à ce moment-là, on avait une seule autre personne en plus du directeur musical. C'était le violon solo et le directeur musical à ce moment-là. Donc, c'était un plus petit comité là, de 4 ou 5 personnes. Donc, ça dépend vraiment des postes à pourvoir, puis ça dépend aussi des orchestres. Puis certains orchestres, il y a certains membres du jury qui ne seront pas là dans les premières rondes. Souvent, le directeur musical va juste arriver à partir de la deuxième ronde ou même de la finale. Donc, il y a tous les modèles dans ça. C'est vraiment à voir. Tu sais,
quand j'étais à Imuzici, tous les membres permanents d'Imuzici étaient à l'autre bord du rideau avec le directeur artistique quand on avait fait des auditions. À ce moment-là, je crois que c'était à peu près 12 personnes. Là. Donc, c'est ça. Chaque orchestre, c'est certain qu'un orchestre de chambre, c'est peut-être plus, plus facile à gérer, mais dans ce contexte-là, il y a peut-être plus de proximité. C'est différent de ça. Je ne dis pas que c'est moins difficile d'être violon dans un orchestre symphonique qu'un orchestre de chambre. Il n'y a pas de parallèle dans ça. Mais c'est peut-être plus par rapport au contact, tout ça. Donc, orchestre de chambre, à Imuzici, tous les gens étaient à l'autre bord du rideau pour écouter. Donc, c'est Intéressant. ça. Différentes manières, différents modèles, puis Exactement. on y va selon le poste qui est à combler aussi. Mais tu sais, je peux faire un dernier petit point par rapport à la question de la personne ou en général pour les personnes du public. Ce qui est vraiment différent du métier de musicien des autres, c'est que justement, il faut toujours se prouver. Puis tantôt, je parlais que c'était éphémère, mais autant c'est éphémère lors d'un concert, c'est éphémère lors d'une audition, mais il n'y a aucun autre métier dans lequel tu dois toujours te prouver, même si ça fait 20 ans que tu fais ça. Si, admettons, tu veux passer à autre chose, tu es obligé de réauditionner en quelque part. Donc, des fois, ça se fait sur invitation avec les gros orchestres. Souvent, les gros orchestres vont inviter telle personne de tel orchestre à jouer un peu, puis tel autre, ils vont en essayer. Puis oui, c'est un genre d'audition parce que ces gens-là vont passer 1 mois, 2 mois à jouer avec l'orchestre. Puis des fois, même après ça, ils vont devoir jouer un genre d'audition, même s'il n'y aura pas d'autres candidats, puis que ça se fait en circuit fermé, mais tu es toujours obligé de te prouver, puis il n'y a pas d'autres travails qui sont comme ça. Tu sais, moi, j'ai un CV, puis probablement que si un jour je suis à l'Orchestre de Québec, mais mon CV fait foi de ce que j'ai fait, puis si j'applique ça à autre chose, ben c'est ça qui va décider. Je n'aurai pas besoin de me produire, là, quoi qu'on va peut-être me faire dans des entrevues multiples, comme ça a déjà été le cas. Mais c'est ça, c'est vraiment un métier de performance. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être toujours au top de ce qu'on fait. Puis, en même temps, il y a un côté ingrat à ça. C'est de toujours, justement, être obligé de faire nos preuves pour continuer à évoluer, tout ça, puis avoir plus, si on veut, s'exprimer ainsi. Ah, super. Joël, ça a été super, super intéressant de t'entendre autant beaucoup. de nous parler de choses hyper précises puis concrètes que d'entendre parler aussi de tes expériences personnelles avec les deux chapeaux que tu portes. Un grand merci d'avoir passé ce temps-là avec nous aujourd'hui. Puis une bonne fin d'été. Je sais que vous avez des concerts qui s'en viennent bientôt. Ouais. Donc, c'est super intéressant aussi. Encore une fois, Joël, un grand merci. Thanks a lot, Joël. For the time you spent with us and with our students and the general public. Un grand merci, Joël, puis à tout bientôt. Ben, merci de l'invitation, puis De... merci aux gens d'avoir écouté. Thanks everybody for having been with us. Thank you very much. C'était un grand plaisir. Avant de vous laisser, l'orchestre aimerait une dernière fois reconnaître l'appui de nos commanditaires, le gouvernement du Canada, Emploi Québec, nos commanditaires privés, Canimex et Panorama Média, et les fondations suivantes, la Fondation RBC, la Fondation Sibilla SE, le Fonds AIDA de la Fondation Jeunesse musicale du Canada et la Fondation de la famille Zeller. Thanks for watching. Merci de nous avoir écoutés et on vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule en discussion avec Jean-Philippe et on recevra le médecin et pianiste Mathieu Gaudin. Joël, encore merci. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à tout le monde en ligne et bonne journée. Au revoir.